Pendant 43 ans, j'ai gardé un secret qui aurait pu détruire ma famille. Ce n'était pas une liaison. Ce n'était pas un crime. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et, en même temps, beaucoup plus puissant. J'avais 200 000 cachets. Et aujourd'hui, assise dans ce café de la rue Mercière, écoutant ma belle-fille dire « Nous nous sommes mariés hier ». Avec ce sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux, j'ai décidé que le secret était fini. Il est temps que tout le monde sache qui je suis vraiment. Mon nom est Josiane Moreau. J'ai 65 ans. Et voici l'histoire de comment une vieille professeure pauvre a écrasé le fils et la belle-fille qui ont essayé de la détruire. Mais d'abord, laissez-moi vous ramener au moment où tout a basculé. C'était un mardi matin, le 15 octobre 2024. Le ciel de Lyon était gris. Ce gris dense qui annonce l'automne et qui colle à la peau comme un pressentiment. Je revenais du marché Saint-Antoine avec mon cabas rempli de légumes quand j'ai vu Léna et Romain descendre les escaliers de la mairie du 2e arrondissement. Elle portait une robe crème. Lui, un costume que je ne connaissais pas. Leurs mains étaient entrelacées. Mon cœur s'est arrêté. « Maman !» Romain m'a vue en premier. Son visage s'est vidé de toute couleur. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je faisais les courses. » Ma voix tremblait. Le cabas pesait soudain 100 kilos. « Vous sortez de la mairie ?» Léna a souri. Ce sourire que j'avais appris à reconnaître. Douceur vénéneuse, gentillesse calculée. Nous nous sommes mariés hier, Josiane. Une cérémonie intime. Juste nous deux. Les mots ont explosé dans ma poitrine comme du verre brisé. Hier, j'ai regardé mon fils, mon unique enfant, celui pour qui j'avais sacrifié 40 ans de ma vie. Tu t'es marié hier et tu ne m'as même pas. On voulait quelque chose de simple, a coupé Léna, ajustant ses cheveux avec cette fausse modestie que je détestais. Sans pression familiale, tu comprends ? Je ne comprenais pas. Mes jambes ont failli céder. « Romain, » j'ai murmuré, « comment tu as pu ?» Il a détourné le regard, vers le pavé mouillé, vers les pigeons, vers n'importe quoi sauf moi. « On t'expliquera plus tard, maman. Là, on doit y aller. » Et ils sont partis, main dans la main, me laissant planter sur le trottoir de la rue de la République avec mon cabas de légumes et mon cœur en miettes. Je suis rentrée chez moi dans un brouillard. Mon petit appartement du Vieux Lyon, au 3e étage sans ascenseur, m'a semblé plus vide que jamais. Les murs jaune pâle que j'avais repeints moi-même, le canapé usé acheté d'occasion en 1997, la photo de mon mari défunt sur la commode. Je me suis assise. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai pleuré. Vous savez, je suis tellement heureuse que vous soyez là à m'écouter. Quand j'ai décidé de raconter cette histoire, je ne savais pas si quelqu'un me croirait. Si vous aussi avez déjà vécu quelque chose de similaire dans votre famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like sur cette vidéo. Pendant que je raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous ? Je veux savoir jusqu'où ces histoires y arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi. Pendant 3 jours, je n'ai pas eu de nouvelles de Romain. Pas un appel, pas un message, rien. Comme si son mariage avait effacé mon existence. Le vendredi soir, ils sont venus dîner. Léna portait ce parfum entêtant qui coûte 200 € le flacon. Romain avait son air gêné habituel, celui qu'il prenait maintenant chaque fois qu'il me voyait. « On voulait t'annoncer en personne », a commencé Léna en s'installant sur mon canapé, comme si c'était le trône de Versailles. « On va chercher un plus grand appartement, dans le 6e, près du parc de la Tête d'Or. » Ah, j'ai posé la cafetière. « C'est bien. Le problème,
Elle a continué en croisant les jambes avec cette élégance calculée qu'elle devait avoir répétée devant un miroir. C'est l'apport. On a besoin de 30 000 œils. Le silence s'est installé, lourd, attendu. Et vous pensiez que... J'ai laissé la phrase en suspens. Tu nous as toujours aidés, maman. Romain a murmuré, fixant sa tasse vide. Ces 3 dernières années, tu as été tellement généreuse. Généreuse. Le mot m'a brûlé la gorge. Pendant 3 ans, j'avais donné 500 par mois pour leur loyer. Pendant 3 ans, j'avais payé leurs courses quand ils étaient un peu justes. Pendant 3 ans, j'avais couvert leurs petites dettes temporaires. 500 dollars, 36 mois, ibi 18 000 ou 4 000 en meubles. 800 en courses, 300 en prêts, jamais remboursés. 28 300 en 3 ans, pour un fils qui ne m'avait même pas invité à son mariage. « Je vais réfléchir », j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Léna a souri, mais ses yeux sont restés froids. « Prends ton temps. On sait que, à ton âge, les décisions financières peuvent être compliquées. » À mon âge. Ces 3 mots ont résonné longtemps après leur départ. Le lendemain, samedi 16 octobre, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai fouillé dans la chambre d'amis où ils laissaient parfois leurs affaires. Je ne sais pas ce que je cherchais. Une explication. Une preuve que j'imaginais tout. Ce que j'ai trouvé était pire. Dans le tiroir de la table de nuit, sous des magazines, il y avait un dépliant, papier glacé, photo d'un bâtiment moderne entouré de jardins. Le titre, Résidence Les Cyprès, établissement médicalisé pour seniors. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai ouvert le dépliant. Quelqu'un avait entouré au stylo rouge. Chambre individuelle, 2800 mois, suivi 24 heures sur 24 pour patients atteints de troubles cognitifs. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Au dos du dépliant, une note manuscrite. L'écriture de Léna. Appelé Dr Rousseau pour évaluation. Besoin laudo avant fin novembre. Laudo. Certificat médical. Il voulait me faire interner. J'ai laissé tomber le papier comme s'il brûlait. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. La pièce tournait. J'ai dû m'asseoir sur le lit pour ne pas tomber. Pendant combien de temps j'étais restée là, je ne sais pas. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Quand j'ai enfin pu bouger, quelque chose en moi avait changé. La vieille Josiane, celle qui pleurait sur son canapé, venait de mourir. Une nouvelle était née, plus froide, plus déterminée, et elle avait un plan. Le lundi 18 octobre, j'ai fait 3 choses. Premièrement, je suis allée à ma banque sur la place Bellecour. J'ai demandé à voir M. Gauthier, mon conseiller depuis 20 ans. « Je voudrais un relevé complet de mon compte épargne », j'ai dit calmement. « Et je voudrais savoir combien de temps il faudrait pour liquider tout. » Il a cligné des yeux, surpris. « Tout, Madame Moreau? Tout ?» Les chiffres sont apparus sur l'écran. 203 465 73. 43 ans d'économie, 43 ans de cours particuliers, donnés le soir après mes journées au lycée, 43 ans de pain de la veille et de robe jamais changée. 3 jours ouvrables, a répondu M. Gauthier. Mais puis-je vous demander pourquoi cette décision soudaine? Disons que j'ai enfin trouvé quelque chose qui en vaut la peine. Deuxièmement, je suis allée dans un café discret près de la gare de Perrache. J'avais rendez-vous avec Maître Pierre Dubois, avocate spécialisée en droit des personnes âgées. Une ancienne collègue me l'avait recommandé quand sa propre mère avait eu des problèmes similaires. Il avait la cinquantaine, costume gris, lunettes fines, des mains qui ne tremblaient pas en prenant des notes. Je lui ai tout raconté. Le mariage secret, la demande d'argent, le dépliant de la maison de retraite.
la note manuscrite. Quand j'ai fini, il a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Moreau ?» a-t-il dit d'une voix grave. « Ils ont choisi la mauvaise victime. » Ces mots ont été comme un interrupteur. Quelque chose s'est allumé en moi que je ne savais pas éteindre. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Continuez votre vie normalement, mais... Il a sorti une petite boîte de sa mallette. Je vais vous donner ceci, des enregistreurs vocaux, discrets, légaux dans votre propre domicile. Placez-les dans les pièces communes et attendez. Attendre quoi? Qu'ils se dénoncent eux-mêmes. Les gens comme votre belle-fille, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler, de se vanter, de planifier à voix haute. Troisièmement, je suis rentrée chez moi et j'ai installé les 3 petits appareils. Un derrière la bibliothèque du salon, un sous la table de la chambre d'amis, un dans le coin de la cuisine, camouflé derrière le pot de basilic. Puis j'ai attendu. Et mercredi 20 octobre, à 19h32 exactement, j'ai entendu ce que je redoutais et espérais à la fois. Léna était au téléphone dans le salon, je faisais semblant de préparer le dîner dans la cuisine, mais chaque mot traversait les murs fins de mon petit appartement. « Non, écoute, elle commence déjà à oublier des trucs, » disait Léna d'une voix basse mais claire. « Hier, elle a laissé le gaz allumé. Avant-hier, elle a demandé 2 fois la même chose. C'est une question de temps avant qu'on ait le certificat. » Pause. Le notaire? Il attend juste le laudo médical. Après ça, on peut demander la tutelle. Elle ne pourra plus rien décider. On aura accès à tout. Mon couteau a glissé. Il est tombé sur le carrelage avec un bruit métallique. « Attends » a murmuré Léna. Silence. J'ai ramassé le couteau avec des mains qui ne tremblaient moi plus. Étrangement, mes mains auraient dû trembler. Mais elles étaient devenues de pierre. « Non, c'est rien, » Léna a repris. « Elle fait tomber des trucs tout le temps maintenant. Bref, dès qu'on a la signature du médecin, on pourra vendre son appartement. Il vaut au moins 180 000 has. Plus son compte en banque. Elle doit avoir quelques économies planquées, cette vieille radine. Vieille radine. C'est fou comme certains mots peuvent vous changer. Comment ils peuvent transformer le chagrin en quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus dangereux. 3 mois, a conclu Léna. Maximum. Après Noël, elle sera aussi près et on aura enfin notre vie. Elle a raccroché. Je suis restée immobile dans ma cuisine. Le poulet rôtissait dans le four. L'odeur de romarin flottait dans l'air et à l'intérieur de moi, quelque chose de définitif venait de se briser. Ce soir-là, quand Romain et Léna sont partis après le dîner, un dîner où j'ai souri, servi le dessert, fait semblant que tout allait bien, j'ai récupéré l'enregistreur du salon. J'ai branché l'appareil sur mon vieil ordinateur. J'ai écouté la conversation en entier, 3 fois. À la 3e écoute, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué. Juste avant de raccrocher, Léna avait ajouté « Et si elle résiste trop, on accélère les choses ? Tu sais ce qu'on a dit, les accidents, ça arrive. Les accidents, ça arrive. » J'ai éteint l'ordinateur. J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir. Cette femme de 65 ans, cheveux gris attachés en chignon serré, robe grise délavée, épaules courbées par le poids de 4 décennies. Plus maintenant, j'ai murmuré à mon reflet. Plus jamais. Le lendemain matin, jeudi 21 octobre, j'ai appelé Maître Dubois. J'ai quelque chose, j'ai dit. Quelque chose d'important. Apportez-le. Aujourd'hui, si possible. À 14 heures, j'étais dans son bureau. Il a écouté l'enregistrement sans un mot. Quand la voix de Léna a prononcé les accidents, ça arrive, son visage s'est durci. Madame Moreau, a-t-il dit en éteignant le lecteur, ce n'est plus juste une tentative d'abus de faiblesse. C'est une menace de mort. Nous devons agir vite.
Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse aller plus loin, on récolte plus de preuves, et au moment où ils pensent avoir gagné, il a souri froidement. On les détruit. J'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine, quelque chose qui ressemblait presque à de l'excitation. Combien de temps? Donnez-moi 2 semaines. Continuez à jouer la vieille dame fragile. Ils vont se découvrir davantage. Je suis rentrée chez moi avec un plan. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais un but. Et ce but n'était plus de survivre. C'était de gagner. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Le jour, je jouais mon rôle. La vieille Josiane. Celle qui oublie où elle a mis ses clés. Celle qui pose 2 fois la même question. Celle qui laisse traîner une casserole vide sur le feu. Tout était calculé. Chaque oubli soigneusement orchestré. Léna prenait des notes. Je la voyais. Son petit carnet Moleskine noir où elle écrivait avec ce stylo Mont Blanc à 400 qu'elle avait offert à Romain avec mon argent. Chaque fois que je faisais semblant de chercher mes lunettes qui étaient sur ma tête, elle souriait, ce sourire de serpent avant l'attaque. « Tu devrais peut-être consulter, belle maman », elle disait avec cette fausse douceur qui me donnait envie de vomir. « Pour ta mémoire. C'est normal à ton âge, mais mieux vaut prévenir. » À ton âge. Toujours ces mots. Mais la nuit, j'étais quelqu'un d'autre. Je récupérais les enregistreurs. Je les écoutais. Je prenais des notes avec une précision chirurgicale. Date, heure, chaque mot transcrit. Maître Dubois m'avait aussi donné le contact d'un détective privé. Marc Fontaine, ancien gendarme, 52 ans. Visage marqué par trop de cas difficiles. Je veux savoir tout ce qu'ils font, je lui avais dit lors de notre première rencontre dans ce café sombre de la Croix-Rousse. Où ils vont, avec qui ils parlent, combien ils dépensent. Vous payez en liquide? Toujours. Il avait souri. On va bien s'entendre, madame. Le mercredi 3 novembre, Marc m'a appelé. À 6 heures du matin. Il faut qu'on se voie. J'ai trouvé quelque chose. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de lui. Il a posé une enveloppe Kraft sur la table. Votre belle-fille a rencontré un médecin hier, docteur Alain Rousseau, gériatre. Mon estomac s'est noué. Il exerce dans une clinique privée près de Part-Dieu. J'ai fait quelques recherches. Marc a sorti des photos, Léna entrant dans un immeuble moderne. Léna serrant la main d'un homme en blouse blanche. Ce docteur Rousseau a déjà eu des problèmes avec l'ordre des médecins. 2 plaintes pour certificat complaisant. Il a été suspendu 6 mois en 2019. Elle l'a payé. Probablement, mais j'ai mieux. Il a sorti une autre photo, un chèque. Mon contact à la clinique m'a laissé photographier le registre des paiements. 3 000 pour une consultation d'évaluation cognitive, signée par votre fils. 3 000 € pour acheter un mensonge qui allait me détruire. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. J'ai dû respirer profondément pour ne pas vomir sur la table. Il y a autre chose, a continué Marc en sortant un nouveau document. Votre belle-fille a aussi contacté un notaire, Maître Bertrand, spécialisé dans les tutelles et curatelles. Elle a pris rendez-vous pour le 15 novembre, dans 12 jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Présenter le certificat du docteur Rousseau, demander une mise sous tutelle d'urgence, alléguer que vous êtes un danger pour vous-même. Si le juge accepte, ils auront accès à tous vos comptes, votre appartement, tout. Mes mains se sont mises à trembler. Mais ce n'était plus de peur, c'était de rage. Et ce n'est pas fini, Marc a ajouté en me regardant droit dans les yeux. J'ai suivi votre fils hier soir. Il est allé dans une agence immobilière. Nexity, sur le cours Lafayette. Il a demandé une estimation pour votre appartement. Le monde a basculé.
Quand? Le 30 octobre. Il y a 4 jours. L'agent m'a confirmé qu'il cherchait à savoir combien il pourrait obtenir pour un T3 dans le Vieux-Lyon. État correct, vue sur la Saône. Mon appartement. Votre appartement, ils ont déjà un acheteur potentiel. Un couple de Parisiens qui cherchent un pied-à-terre, prêt à payer 185 000 cash. 185 000. Ils avaient déjà vendu ma maison. Avant même que je sois internée, j'ai dû poser ma tasse. Mes mains tremblaient trop. « Madame Moreau, Marc a dit doucement, je fais ce métier depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de saloperies. Mais ça... » Il a secoué la tête. « Ce sont des prédateurs. Et vous êtes leur proie. Pas si j'ai quelque chose à dire. Justement, qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai regardé les photos étalées sur la table. Léna avec son sac Hermès à 8 000. Romain avec sa montre Tag Heuer à 2 500 que je lui avais offerte pour ses 30 ans. Les deux ensemble, souriants, sortant d'un restaurant étoilé où un repas coûte plus que ma retraite mensuelle. « Je veux tout », j'ai murmuré, « chaque preuve, chaque mensonge, chaque euro qu'ils ont volé. » Alors on continue. Ce soir-là, Romain et Léna sont venus dîner. Comme tous les mercredis, tradition familiale qu'ils respectaient religieusement. Pas par amour, par stratégie. Pour me surveiller, pour alimenter leur dossier de vieille folle, j'ai préparé un pot-au-feu. Le plat préféré de Romain quand il était petit. Carottes fondantes, pommes de terre crémeuses, viande qui se défait à la fourchette. « Ça sent bon, maman », Romain a dit en entrant. Mais ses yeux ne souriaient pas. Ils ne souriaient plus depuis longtemps. Léna portait un chemisier en soie blanche qui devait coûter plus que mon loyer mensuel. Ses ongles étaient faits. Manucure française parfaite à 4 mois la séance. Ses cheveux brillaient de ce traitement à la kératine à 300. Et ce parfum. Toujours ce parfum Chanel NDG 5 à 150. Les 50 millilitres qui me donnaient mal à la tête. « Josiane », elle a dit en m'embrassant l'air près de mes joues sans jamais me toucher vraiment. « Tu as l'air fatiguée. Tu dors bien ?»« Oh, tu sais », j'ai répondu en servant le potage. « À mon âge, le sommeil n'est plus ce qu'il était. À mon âge. » Je l'avais dit moi-même, comme il l'attendait. Léna a échangé un regard avec Romain, un regard rapide mais éloquent. Je l'ai vu, je les voyais maintenant, tout. Justement, Léna a commencé en s'asseyant à ma table, comme si c'était la sienne. On voulait te parler de quelque chose d'important. Ah, on a trouvé un endroit formidable, la résidence Les Cyprès. Tu te souviens, on t'en avait parlé? Mon sang s'est glacé. Mais j'ai souri. Non, je ne crois pas. Si, Romain a insisté, fixant son assiette. Il y a quelques semaines, une belle résidence, avec des jardins, des activités, du personnel médical. Pourquoi tu me parles de ça? Silence. Parce qu'on s'inquiète pour toi, belle maman, Léna a dit avec cette voix sirupeuse qui me retournait l'estomac. Tu vis seule. 3 étages sans ascenseur. Et avec ta mémoire qui faiblit, ma mémoire va très bien. Maman, Romain a levé les yeux, tu as oublié notre anniversaire de mariage. Parce que tu ne m'as pas invité à ton mariage. Le silence est tombé comme une pierre dans un puits. Léna a ri. Un rire cristallin qui sonnait faux comme une pièce de monnaie truquée. Tu vois, tu es en colère pour des choses insignifiantes. C'est un signe, Josiane. Le docteur Rousseau nous l'a expliqué. Les changements d'humeur. L'agressivité. C'est typique des premiers stades. Docteur Rousseau. Elle venait de le dire, de confirmer ce que Marc avait découvert. Vous avez parlé à un médecin de moi? On voulait des conseils, Romain a murmuré, pour savoir comment t'aider.
M'aider comment? En te trouvant un endroit sûr, Léna a dit en posant sa main sur la mienne. Ses doigts étaient froids, comme du marbre. Un endroit où tu seras prise en charge, où on ne t'oubliera pas sur le feu allumé, où on ne te laissera pas tomber dans les escaliers. Tomber dans les escaliers. Les mots de l'enregistrement me sont revenus. Les accidents, ça arrive. Je ne veux pas aller dans une maison de retraite. Ce n'est pas une maison de retraite. Léna a corrigé avec patience, exagérée, comme si elle parlait à une enfant. C'est un établissement médicalisé. C'est différent. La réponse est non. Maman, Romain a commencé. Non. Ma voix a claqué dans le silence. Léna a retiré sa main, comme si je l'avais brûlée. Tu n'es pas en état de prendre cette décision, elle a dit froidement. Le masque de gentillesse était tombé. L'espace d'une seconde, j'ai vu ce qu'elle était vraiment. On a consulté un notaire. Avec le certificat du docteur Rousseau, on peut demander une tutelle. Pour ton bien, pour mon bien. Oui, pour que tu ne dilapides pas tes économies, pour que tu ne te blesses pas, pour que tu aies une vraie qualité de vie. Je me suis levée, lentement. Mes jambes ne tremblaient plus. Sortez. Pardon? Léna a cligné des yeux. Sortez de chez moi, maintenant. Maman, tu es fatiguée. Romain a essayé. Je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas sénile. Et vous allez sortir de mon appartement avant que j'appelle la police. Ils sont partis. Léna avait attrapé son sac Hermès avec des gestes brusques. Romain n'avait pas dit un mot. À la porte, Léna s'est retournée. « Tu vas le regretter, Josiane. On voulait faire ça gentiment. Mais si tu insistes… » Elle a souri. « Il y a d'autres moyens. » La porte a claqué. Je suis restée debout dans mon salon. Le pot-au-feu refroidissait sur la table. L'enregistreur derrière la bibliothèque avait tout capturé. J'ai appelé Maître Dubois. Ils ont parlé du docteur Rousseau, ils ont parlé de la tutelle, ils ont parlé des autres moyens. Parfait. Vous avez tout? Tout. Alors maintenant, Madame Moreau, on les laisse creuser leur tombe un peu plus profond. Et après, il a marqué une pause. On les enterre vivants. J'ai raccroché et je me suis regardée dans le miroir du couloir. Cette femme aux cheveux gris, au visage marqué par 65 années de vie, elle ne souriait pas. Mais ses yeux brillaient d'une lumière que je ne leur connaissais pas. Mes mains ne tremblaient plus. Et vous savez ce qui était le plus effrayant? C'est que j'aimais ça. Le jeudi 4 novembre, à 9 heures précises. Je suis entrée dans le cabinet de Maître Dubois avec une mallette pleine de preuves. Il a écouté tous les enregistrements. Tous. Pendant 3 heures. Quand le dernier s'est terminé, il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. « Madame Moreau, a-t-il dit lentement, ce que vous avez ici, c'est suffisant pour les poursuivre. Abus de faiblesse, tentative d'escroquerie, peut-être même complot en vue de séquestration. Peut-être. Il nous manque une chose, la preuve du paiement au docteur Rousseau. Sans ça, il dira que c'était une consultation normale, et votre belle-fille prétendra qu'elle s'inquiétait sincèrement. Marc a photographié le chèque. Une photo n'est pas un document officiel. Il nous faut l'original ou une déclaration signée de quelqu'un de la clinique. Comment on obtient ça? Il a souri. Laissez-moi m'en occuper. J'ai mes contacts. En attendant, continuez à jouer votre rôle. Plus ils se sentent en sécurité, plus ils vont se découvrir. Je suis rentrée chez moi avec un poids sur la poitrine. 11 jours. Il ne restait que 11 jours avant le rendez-vous chez le notaire. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai sorti toutes mes factures, tous mes relevés bancaires, tous les reçus que j'avais gardés dans des boîtes à chaussures empilées dans mon placard.
J'ai étalé tout sur la table de la salle à manger et j'ai commencé à calculer chaque euro que j'avais donné à Romain et Léna depuis leur rencontre en janvier 2021. Le travail a duré jusqu'à 3 heures du matin. Quand j'ai enfin terminé, j'ai regardé le total et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. En bonne 7300 en 3 ans et 10 mois. 47 300 €. Je les ai écrits sur une feuille, ligne par ligne. Aide financière. À Romain et Léna, janvier 2021, octobre 2024. Loyer, 500 grammes gouvernement, 46 mois. 23 000 meubles. Prêt? Canapé, mars 2021. 200 plus. Lit, mars 2021. 800 plus. Table plus chaises, Avril 2021. 650 plus. Electroménager, May 2021. London, 350. Total movables, 4,000 courses alimentaires plus 21, 720 views plus 22, 840 plus 223, 960 plus 224, 680 total courses, 3,200 prêts, non remboursés plus réparation voiture, juin 2021, 1,200 plus vacances courses, août 2021, 2,500 plus urgence non spécifiée, dec 2021, Whiten plus dentiste Yana, Mars 22. 1,800 plus problème de loyer, Sept 2022. 1 billion plus Noël famille, Lena, dec 2022. 1,500 plus découvert bancaire, Avril 2023. 2,200 plus mariage intime, Septembre 2024. 3,000 plus divers petits montants, 2,900 total prêts, 16,900 cadeaux plus montre romain 39. 2,500 plus sac Léna. Anniversaire, 1,200 plus divers anniversaires de fête. 1,500 total, al cadeau, 5,200. Total général, 47,300 pounds. Par mois, 46 mois. Au moins 20 units par jour, 1400 jours, 33 ans 68, 33 € et 78 centimes. Chaque jour pendant presque 4 ans. Pour un fils qui n'avait même pas eu le courage de m'inviter à son mariage. J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de rage. Le vendredi 5 novembre, Marc m'a appelé à 6 heures du matin. Encore. J'ai quelque chose de gros. 20 minutes plus tard, j'étais dans notre café habituel. Il a posé son téléphone sur la table. Écran allumé, une vidéo en pause. Hier soir, j'ai suivi Léna. Elle a retrouvé quelqu'un, un homme, dans un bar près de Bellecour. Un amant? Non, pire. Il a appuyé sur play. La vidéo était filmée de loin, mais l'audio était clair. Léna assise en face d'un homme chauve en costume noir. Entre eux, une enveloppe Kraft. Le certificat sera prêt mardi, disait l'homme. Sa voix était grave, professionnelle. Trouble cognitif modéré à sévère, incapacité de gérer ses affaires, danger pour elle-même et autrui. Et ça suffira? Avec le notaire que vous avez choisi? Oui. Il présentera la demande de tutelle d'urgence mercredi. Le juge signera dans la foulée. Votre belle-mère sera placée sous votre tutelle avant la fin de la semaine. Léna a souri. Et elle ne pourra rien faire. Rien. Vous aurez accès à tous ses comptes. Vous pourrez vendre son appartement, la placer où vous voulez. Juridiquement, elle sera comme un enfant. Sans pouvoir. Parfait. L'homme a glissé l'enveloppe vers elle. Le reste de mes honoraires, 2000 comme convenu. Léna a sorti une liasse de billets. L'homme les a comptés rapidement et les a glissés dans sa poche. Un plaisir de faire affaire avec vous, madame. La vidéo s'est arrêtée. J'ai regardé Marc. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Qui est cet homme?
Docteur Alain Rousseau, le gériatre. Elle l'a payé. En liquide. On l'a filmé. Exactement, Marc a souri. Et ce n'est pas tout. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin. Il a sorti une autre enveloppe, des documents imprimés, les relevés bancaires de votre belle-fille. Mon contact à la banque me devait un service. C'est légal? Non, mais ça va rester entre nous. J'ai ouvert l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Relevé compte joint romain à Léna Moreau. Septembre-octobre 2024. 28-9. Hermès Lyon. 800. Sac Birkin. 30,9. Tag Heuer. 2500. Montre. Tots 10. Paul Bocuse. 340. Dîner. Sep 10. Nexity. 500. Frai's estimation. 1010. Clinique. Dr. Rousseau. 3000 en. 1510. Joaillerie Cartier. $4,800 bag. 1810. Air France. 2,400. Billets Maldives. 2210. Galeries Lafayette. $1,900. Vêtements 251010. BMW occasion to 3200 dans la compte voiture. Panier 16. Restaurant La Pyramide. 251 dîner. Total dépenses octobre. 27 millions en vendredi. Solde 330. Ils ont dépensé 27 000 € en un mois, j'ai murmuré. Et regardez la source des revenus. J'ai tourné la page. Revenus. Octobre 2024. Salaire romain, ingénieur, 3200 salaires. Léna, assistante RH, 2100. Prêt familial, 21 000. Total revenus, 25 300. Prêt familial, j'ai lu à voix haute, 20 000 € en octobre. Ils ont mis ça en septembre aussi, 15 000. Et en août, 12 000. Depuis janvier 2024, ils ont déclaré avoir reçu 143 000 en prêts familiaux. Ma vision s'est troublée, mais je ne leur ai rien donné depuis avril, 500 € pour leur découvert. Exactement. Ils mentent à leur banque. Ils déclarent de faux revenus, probablement pour justifier leur train de vie et pour préparer l'achat d'un appartement. Quel appartement? Marc a sorti une autre feuille. Appartement T4, 81 même, Lyon 6e, quartier Tête d'Or. Prix 420 000. Ils ont fait une offre il y a 2 semaines. Sous condition d'obtenir un crédit de 300 000. La banque exige un apport de 70 000. Ils n'ont pas 70 000 €. Non, mais ils comptent sur votre appartement. 145 000 de vente, moins les frais. Il leur restera environ 170 000, largement assez. J'ai fermé les yeux. Tout était clair maintenant, chaque pièce du puzzle. Ils ne voulaient pas juste me voler. Ils avaient déjà dépensé l'argent qu'ils comptaient de voler. Il y a autre chose, Marc a dit doucement. Quelque chose que vous devez savoir. Quoi? Il a hésité. Puis il a sorti une dernière photo. Léna, assise dans un café. En face d'elle, un homme en costume sombre. Pas le docteur Rousseau, quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Un employé d'une compagnie d'assurance. AXA. J'ai réussi à l'identifier. Et alors? Marc m'a regardé droit dans les yeux. Madame Moreau, votre belle-fille a souscrit une assurance vie à votre nom il y a 3 mois, juillet 2024. Capital 500 000. Le monde s'est arrêté. Quoi? Une assurance vie en cas de décès accidentel, bénéficiaire, Léna Moreau. Elle a falsifié votre signature. Mon sang s'est glacé dans mes veines.
Vous comprenez ce que ça signifie? Marc a continué. Sa voix était grave. Ce n'est plus juste du vol, ce n'est plus juste de l'abus, il planifie votre mort. Les mots de l'enregistrement me sont revenus, comme un écho dans un cauchemar. Les accidents, ça arrive. Si elle résiste trop, on accélère les choses. Si elle tombe dans les escaliers, personne ne soupçonnera rien. Je me suis levée, trop vite. La tête m'a tourné. J'ai dû m'appuyer sur la table. « Madame Moreau, il faut que je sorte. J'ai besoin d'air. » Je suis sortie du café en titubant. L'air froid de novembre m'a frappé au visage. J'ai marché jusqu'au quai. La Saône coulait, grise et lente. Le ciel était du même gris. Tout était gris. Mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais porté, nourri, élevé, celui pour qui j'avais renoncé à tout. Il était prêt à me tuer pour un appartement. J'ai vomi dans la rivière, violemment, encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste que de la bile. Quand j'ai enfin pu respirer, quelque chose en moi avait changé. La tristesse était partie, la peur aussi. Il ne restait que de la glace, pure et froide comme l'hiver qui arrivait. J'ai appelé Maître Dubois. « On ne joue plus », j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. « On les détruit. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont une assurance vie à mon nom. 500 000 €, signature falsifiée. » Silence. « Madame Moreau, » il a dit lentement, « ça change tout. Ce n'est plus une affaire civile. C'est pénal, faux et usage de faux, escroquerie aggravée et avec les enregistrements, complot en vue d'homicide. Qu'est-ce qu'on fait? Vous venez immédiatement à mon cabinet, avec toutes les preuves, et on appelle la police. » À 14 heures, j'étais assise dans le bureau de Maître Dubois. Avec nous, 2 officiers de la police judiciaire de Lyon, capitaine Julie Marchand et lieutenant Thomas Benoît. Ils ont tout écouté. Tous les enregistrements, regardé toutes les photos, lu tous les documents. Quand on a terminé, le capitaine Marchand a posé ses mains sur la table. « Madame Moreau, » a-t-elle dit, « vous réalisez ce que vous nous apportez là? Une tentative de meurtre? Possiblement. Au minimum, une escroquerie organisée avec circonstances aggravantes, faux documents, corruption de médecins, abus de faiblesse sur personnes vulnérables. » Elle a marqué une pause. « Il risque 10 ans de prison. Peut-être plus. » Bien. Elle m'a regardé attentivement. « Vous comprenez qu'on va devoir les arrêter? Que ça va être médiatisé? Que votre fils, mon fils a cessé d'être mon fils le jour où il a accepté de me tuer. » Le lieutenant Benoît a toussé. « Il nous faut encore quelques éléments. Le certificat original du docteur Rousseau, une déclaration de l'assurance confirmant la fraude, et idéalement, une confrontation où il se dénonce. » Une confrontation? Un piège, a expliqué le capitaine. On les fait venir quelque part. Vous êtes présente, on enregistre tout, et on les pousse à avouer. Comment? Maître Dubois a souri. En leur donnant exactement ce qu'ils veulent, ou plutôt en leur faisant croire qu'ils l'ont. Le plan a été simple, terrifiant, mais simple. Le lundi 8 novembre, j'ai appelé Romain. « Mon chéri, » j'ai dit avec ma voix la plus faible, « tu peux venir? Je ne me sens pas bien. » Il est arrivé 1 heure plus tard, avec Léna, évidemment. J'étais sur mon canapé, couverte d'une couverture. J'avais volontairement mis ma robe la plus vieille. Mes cheveux n'étaient pas coiffés. Pas de maquillage. J'avais l'air d'avoir 100 ans. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Romain s'est agenouillé près de moi. Son inquiétude semblait presque réelle. « Je suis fatiguée. Tellement fatiguée. » J'ai fermé les yeux. « Tu avais peut-être raison. Pour la résidence.
les cyprès. J'ai senti Léna se raidir. Tu veux dire, tu acceptes? Je ne peux plus vivre seule. C'est trop difficile. Léna et Romain ont échangé un regard, rapide, triomphant. On va t'aider, belle maman, Léna a dit en s'asseyant à côté de moi. Sa voix était douce, mais ses yeux brillaient. On va s'occuper de tout. La résidence, les papiers, tes finances. Mes finances? Oui, pour payer la résidence. Il faudra vendre l'appartement. Je sais. Faites ce qui est nécessaire. Et ton compte en banque? Léna a demandé prudemment. Il faudra transférer la gestion. Pour ta sécurité. Je sais. J'ai ouvert les yeux. Combien j'ai? Pardon. Sur mon compte, combien j'ai? J'ai dit ça avec une voix confuse, comme si je ne savais vraiment pas. Léna a souri. On va vérifier, belle maman. Ne t'inquiète pas. D'accord. J'ai fermé les yeux à nouveau. Vous êtes si gentils avec moi. Je suis désolée d'avoir été difficile. Ce n'est rien, maman, Romain a murmuré. On t'aime. Ils sont partis 20 minutes plus tard, excités, pressés. Dès que la porte s'était fermée, j'ai retiré la couverture. J'ai récupéré l'enregistreur sous le coussin du canapé. J'avais tout. Leur empressement à prendre contrôle de mes finances, leur mention de la vente de l'appartement, leur fausse gentillesse. Mais Maître Dubois avait raison. Ce n'était pas assez. Il fallait plus. Le mardi 9 novembre, Marc a suivi Léna jusqu'à la clinique du docteur Rousseau. Elle en est se ressortie avec une enveloppe, le certificat. Le mercredi 10 novembre, elle avait rendez-vous chez Maître Bertrand, le notaire. À 15 heures, à 14h45, le capitaine Marchand et son équipe se sont installés dans un bureau adjacent. Caméra, micro, tout le dispositif. À 15h02, Léna est entrée dans le bureau du notaire, souriante, confiante. « Madame Moreau, entrez », a dit Maître Bertrand. Léna a posé l'enveloppe sur le bureau. « Voici le certificat médical. Docteur Rousseau confirme que ma belle-mère souffre de troubles cognitifs sévères. Elle ne peut plus gérer ses affaires. » Et elle accepte la tutelle? Oui. Elle a même demandé à entrer en résidence médicalisée. Parfait. Où est Madame Moreau, senior? Elle attend chez elle. Elle n'est pas en état de se déplacer. C'est à ce moment que la porte s'est ouverte. Je suis entrée. Le visage de Léna s'est vidé de toute couleur. Bonjour, j'ai dit calmement. Désolée d'être en retard. Derrière moi, le Le capitaine Marchand est entré, puis le lieutenant Benoît, puis 2 autres officiers. Qu'est-ce que... Léna s'est levée d'un bond. Madame Léna Moreau, a dit le capitaine, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, et abus de faiblesse sur personne vulnérable. C'est ridicule, je n'ai rien fait. J'essayais juste d'aider ma belle-mère qui est malade. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur play. Sa voix a empli la pièce. LS Gaga, on aura accès à tout. Si elle résiste, on accélère les choses. Léna est devenue blanche comme un linge. Vous voulez entendre la suite? J'ai demandé. La partie où vous parlez des accidents? Ou peut-être celle où vous payez le docteur Rousseau 5 000 € pour un faux certificat? Ou peut-être, j'ai continué d'une voix glaciale. Vous préférez qu'on parle de l'assurance vie de 500 000 € que vous avez souscrite à mon nom, avec ma signature falsifiée? Léna s'est effondrée sur la chaise. Ce n'était pas mon idée, elle a murmuré. C'était Romain. C'est lui qui a tout planifié. Ah bon? Le capitaine a sorti son carnet. Racontez-nous. Et elle a parlé. Pendant 20 minutes, elle a tout déballé.
comment Romain voulait l'appartement, comment ils avaient trouvé le docteur Rousseau, comment ils avaient calculé exactement combien je valais morte versus vivante. Ils disaient que c'était la solution, que tu étais vieille de toute façon, que tu n'avais plus beaucoup de temps, qu'on ne faisait que accélérer l'inévitable. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Une dernière fois, mon fils, mon petit garçon, avait calculé ma valeur et décidé que j'étais plus utile morte que vivante. « Où est Romain en ce moment ?» a demandé le lieutenant. « Au travail, chez Alstom, bureau 304. »« Merci. » Ils ont emmené Léna, menottes au poignet. Elle pleurait, suppliait. « Je suis désolée, je suis désolée !» Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé partir. Maître Dubois a posé sa main sur mon épaule. « Vous avez gagné, madame. »« Je n'ai rien gagné, » j'ai murmuré. « J'ai juste perdu moins. » Ce soir-là, la police a arrêté Romain à son bureau, devant tous ses collègues. Le docteur Rousseau a été arrêté chez lui le lendemain matin. Les 3 ont été placés en détention provisoire. Et moi, je suis rentrée dans mon appartement vide. J'ai regardé la photo de Romain enfant, 5 ans, sourire édenté, yeux brillants. « Qui es-tu devenu ?» j'ai murmuré, mais je connaissais déjà la réponse. 3 semaines plus tard, le 2 décembre 2024, je me suis réveillée avec un message de Maître Dubois. Audience préliminaire aujourd'hui, 14 heures. Tribunal de grande instance. Soyez prête. Prête. Comme si on pouvait être prête à voir son fils menotté devant un juge. J'ai mis ma robe bleue marine, celle que je portais aux réunions parents-professeurs, celle qui me donnait l'air respectable, digne. Le tribunal sentait l'encaustique et le papier rancien. Les couloirs résonnaient de pas pressés et de chuchotements anxieux. J'ai trouvé la salle 12, porte en bois massif, plaque dorée. « Vous êtes sûr ?» Maître Dubois m'attendait devant. « Oui. »« Ça va être dur, ils vont se défendre, vous accuser, dire que vous mentez. »« Je sais. »« Et votre fils ?»« Mon fils est mort, » j'ai coupé. « Le garçon qui est sur là-dedans, je ne le connais pas. » Nous sommes entrés. La salle était petite, murs crème, néon blanc. Une juge, la cinquantaine, cheveux gris attachés sévèrement. À sa droite, une greffière qui tapait sur un ordinateur portable. À gauche, un procureur, jeune, regard affûté. Et là, de l'autre côté, 3 personnes que je connaissais. Léna, robe grise simple, cheveux tirés, sans maquillage. Elle avait perdu au moins 5 kilos. Ses yeux étaient rouges. Le docteur Rousseau, costume froissé, cravate de travers, il transpirait malgré le froid. Et Romain, mon fils, il portait un jean et un pull. Pas de costume, pas de montre Tag Heuer. Il avait les cheveux trop longs, des cernes profonds sous les yeux. Quand il m'a vu, il a détourné le regard. « Asseyez-vous » a ordonné la juge Moreau. « Oui, elle s'appelait Moreau aussi ?» L'ironie m'a presque fait sourire. « Nous sommes ici, » a commencé la juge en lisant ses documents, « pour l'audience préliminaire concernant Madame Léna Moreau, Monsieur Romain Moreau et Docteur Alain Rousseau, accusés de tentative d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de faiblesse sur personnes vulnérables et complot en vue d'homicide. Complot en vue d'homicide. Les mots ont flotté dans l'air comme des couteaux. Léna a émis un sanglot étouffé. « Madame la procureure, » a continué la juge, « vous avez la parole. » La procureure s'est levée. Elle était petite, mais sa voix portait. « Madame la présidente, nous sommes face à une affaire exceptionnellement grave. Une femme de 65 ans,
veuve, professeure retraitée, vivant modestement, a été la cible d'une conspiration orchestrée par son propre fils et sa belle-fille dans le but de s'approprier son patrimoine. Elle a cliqué sur un ordinateur. Un écran s'est allumé sur le mur. Les preuves sont accablantes. Enregistrement audio où les accusés planifient explicitement l'internement forcé de la victime. Vidéo montrant Madame Léna Moreau payant en liquide le docteur Rousseau pour un faux certificat médical, relevé bancaire prouvant des dépenses massives basées sur des revenus fictifs. Et surtout, elle a fait apparaître un document scanné. Une police d'assurance vie de 500 000 € souscrite au nom de Madame Josiane Moreau, avec signature falsifiée, bénéficiaire, Madame Léna Moreau. Le silence était absolu. Les accusés n'avaient pas seulement l'intention de voler, ils avaient l'intention de tuer. Les enregistrements le confirment. Je cite, « Si elle résiste, on accélère les choses. Les accidents, ça arrive. » La voix de Léna a empli la salle. Sortant des haut-parleurs, froide, calculatrice, Léna s'est effondrée sur sa chaise, tête dans les mains. « Maître Dubois, a dit la juge, votre cliente souhaite témoigner ? » « Oui, Madame la Présidente. » Je me suis levée. Mes jambes étaient solides. Mes mains ne tremblaient non mais pas. « Madame Moreau, » la juge m'a regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Racontez-nous comment tout a commencé. » J'ai respiré profondément. Ça a commencé le 15 octobre, quand j'ai vu mon fils sortir de la mairie, marié, sans m'avoir invité. Ma voix était calme, étonnamment calme. Pendant 40 ans, j'ai tout sacrifié pour lui. Mon mari est mort quand Romain avait 8 ans, cancer. J'ai élevé mon fils seul, avec un salaire de professeur. Vous savez combien gagne une professeure ? Non, a répondu la juge. 200 nets par mois, pendant 37 ans. J'ai donné des cours particuliers le soir, le samedi, les vacances, pour payer ses études, sa vie, ses rêves. J'ai sorti une feuille de mon sac, celle que j'avais préparée, les calculs. Pendant 3 ans et 10 mois, j'ai donné à mon fils et sa femme 47 300 €. Je peux détailler chaque centime si vous voulez. Ce ne sera pas nécessaire, a dit la juge. Continuez. Ils voulaient plus. Ils avaient trouvé un appartement, 420 000. Ils n'avaient pas l'apport. Alors ils ont décidé de prendre le mien, mon appartement, ma vie, tout. Et comment avez-vous découvert leur plan ? J'ai trouvé un dépliant. Résidence Les Cyprès. Établissement médicalisé avec une note manuscrite de ma belle-fille. Besoin laudo avant fin novembre. J'ai regardé Léna. Elle pleurait silencieusement. Ensuite, j'ai installé des enregistreurs, légalement, dans mon propre domicile, et j'ai entendu. Qu'avez-vous entendu ? Que j'étais vieille, radine, sénile, qu'ils allaient me faire interner, vendre mon appartement, prendre mon argent. Et si je résistais, ma voix s'est brisée, juste un instant. Ils arrangeraient un accident. Le silence qui a suivi était lourd, épais, suffocant. « Madame Moreau, la juge a dit doucement, qu'avez-vous ressenti à ce moment ? Que mon fils était mort, celui que j'avais élevé, celui qui pleurait dans mes bras après les cauchemars, celui qui me disait « Je t'aime, maman » tous les soirs. Les larmes coulaient maintenant. Je ne pouvais plus les retenir. Ce garçon-là aimait Saute-Mort, et à sa place, il y avait un étranger qui calculait combien je valais. « Objection !» L'avocat de Romain s'est levé. Un homme maigre au costume trop grand. Ma cliente a agi par amour. Elle s'inquiétait réellement pour sa mère. Les enregistrements sont sortis de leur contexte. Contexte ? J'ai pivoté vers lui.
quel contexte justifie les accidents? Ça arrive. Quel contexte justifie une assurance vie falsifiée? Madame Moreau, calmez-vous, a dit la juge. Mais je ne pouvais pas. Pas maintenant. Vous voulez savoir ce que j'ai fait pendant 40 ans? J'ai sorti une autre feuille, tremblante. Je vais vous dire, j'ai commencé à lire. 40 ans que je reprise mes bas au lieu d'en acheter des neufs. 40 ans que j'achète le pain de la veille. 40 ans que je prends le bus au lieu du taxi. 40 ans que je coupe mes propres cheveux devant le miroir de ma salle de bain. Ma voix montait. 40 ans que je ne pars jamais en vacances. 40 ans que je porte les mêmes 3 robes tournantes. 40 ans que mon plus grand luxe est un café en terrasse une fois par mois. Je regardais Romain maintenant, droit dans les yeux. Et pendant tout ce temps, tu sais ce que je faisais? Je mettais de l'argent de côté. Pour toi, pour ton avenir, pour que tu ne vives jamais ce que j'ai vécu. La pauvreté, l'insécurité, la peur du lendemain. Maman, Romain a murmuré. C'était la première fois qu'il parlait. Ne m'appelle pas maman, j'ai coupé. Ma voix était de glace maintenant, calme, mortelle. Tu as perdu ce droit le jour où tu as dit « Si elle tombe dans les escaliers, personne ne soupçonnera rien. » Il est devenu blanc. Je n'aurai jamais. Enregistrement du 23 octobre, a dit Maître Dubois en se levant. 19h47. Voulez-vous qu'on le diffuse? Non! Romain s'est levé d'un bond. Non, s'il vous plaît. Alors ne mentez pas, j'ai sifflé. Pas devant moi. Pas devant ces gens, tu as assez menti. Je suis désolé, il a crié. Les larmes coulaient sur son visage. Je suis tellement désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était Léna, elle me poussait. Elle disait qu'on n'avait pas le choix, que tu étais vieille de toute façon, que je valais plus morte que vivante. Silence. C'est ça? J'ai insisté. C'est ce que tu pensais? Que ta mère de 65 ans, en bonne santé, qui t'aimait plus que tout au monde, valait plus morte que vivante. Il s'est effondré, sur sa chaise, pleurant comme un enfant. Et je n'ai rien ressenti. C'est ça le plus étrange. J'aurais dû ressentir de la tristesse, de la colère, de la pitié, mais il n'y avait rien, juste du vide. Maître Castellane, la juge, s'est tournée vers l'avocat de Léna. « Votre cliente souhaite parler ?» L'avocat, une femme d'une 40aine d'années, au tailleur strict, s'est levé. Madame Léna Moreau souhaite présenter ses excuses et sa coopération totale. Elle reconnaît les faits. Elle est prête à témoigner contre le docteur Rousseau. « Très noble, » a dit la procureure sèchement. « Dommage qu'elle n'ait pas eu cette conscience avant de souscrire une assurance vie frauduleuse. » Léna s'est levée. Elle tremblait de tout son corps. « Madame Moreau, » elle a dit en me regardant, « je sais que vous ne pourrez jamais me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que je regrette. Vraiment, je ne suis pas un monstre. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. » « Je vais vous le dire, » j'ai répondu calmement. « Vous en êtes arrivé là parce que vous avez regardé une vieille femme et vous avez vu une chose. Pas une personne. Une chose. Un obstacle entre vous et l'argent. Non, ce n'est pas... Vous avez dépensé 27 000 € en un mois, j'ai continué. Sac, montre, restaurant, voyage. Avec quel argent? Celui que vous me voliez, celui que vous comptiez voler. Vous aviez déjà dépensé ma mort avant même de me tuer. Léna a vacillé comme si je l'avais frappée. Et vous, je me suis tournée vers le docteur Rousseau, vous êtes le pire de tous. Vous avez prêté serment. Primum non nocere. D'abord ne pas nuire, et vous avez vendu votre âme pour 5 000 €. Le docteur Rousseau n'a rien dit. Il fixait le sol.
Madame la Présidente, la procureure a repris, au vu des éléments présentés, je requiers le maintien en détention des 3 accusés jusqu'au procès. Ils représentent un danger pour la victime et un risque de fuite. Objection. Les 3 avocats se sont levés ensemble. Rejeté, a tranché la juge. Les accusés resteront en détention provisoire. Le procès est fixé au 15 janvier. Audience levée. Le coup de marteau a résonné. C'était fini. Romain m'a appelé alors qu'on l'emmenait. « Maman, maman, s'il te plaît !» Je me suis retournée. Une dernière fois. « Tu n'es plus mon fils, j'ai dit, et je ne suis plus ta mère. » Puis, je suis sortie. Dans le couloir, Maître Dubois m'attendait. « Vous avez été parfaite. Je n'ai fait que dire la vérité. C'est souvent suffisant. » Dehors, le ciel de décembre était gris, il bruinait. Cette pluie fine qui ne mouille pas vraiment, mais s'infiltre partout. « Qu'est-ce qui va leur arriver ?» j'ai demandé. « Le docteur Rousseau va probablement plaider coupable. Radiation de l'ordre. 5 à 7 ans de prison. Léna et Romain, 10 ans minimum. Peut-être 12 avec les circonstances aggravantes. 10 ans. Vous n'êtes pas satisfaite ? Je ne sais pas ce que je suis. » Nous avons marché en silence jusqu'à la place Bellecour. Les lumières de Noël commençaient à s'allumer. Des guirlandes dorées, des sapins décorés, des familles qui riaient. « Madame Moreau ?» Maître Dubois s'est arrêté. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Oui. »« Qu'allez-vous faire maintenant, avec l'argent, avec votre vie ?» J'ai regardé les lumières, les familles, les enfants. « Quelque chose d'utile, » j'ai répondu. « Quelque chose qui aurait rendu fière la femme que j'étais avant tout ça. » « C'est-à-dire, » j'ai souri, « pour la première fois depuis des mois. Vous verrez. » 6 mois plus tard, juin 2025, le soleil de l'été lyonnais brillait sur la façade fraîchement repeinte du 47, rue de la Charité. Une plaque dorée étincelait près de la porte d'entrée. Maison solidaire, Josiane, refuge pour personnes âgées, victimes d'abus familial, fondée en 2025. J'étais debout devant, une tasse de café à la main, regardant les gens passer. Certains s'arrêtaient pour lire la plaque. Quelques-uns entraient, hésitants, cherchant de l'aide. « Madame Moreau ?» Une voix derrière moi. « Le journaliste de Lyon Capitale est arrivé. » Je me suis retournée. Marguerite, mon assistante, une femme de 40 ans, qui avait elle-même échappé à un fils violent, me souriait. « Faites-le entrer dans le salon, j'arrive. » Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Cette femme qui me fixait n'était plus celle d'octobre dernier. Mes cheveux gris étaient coupés courts maintenant, en dégradé moderne, qui encadraient mon visage. Quelques mèches châtain clair que j'avais osé me faire faire. Mes nouvelles lunettes, monture fine et contemporaine, remplaçaient les vieilles rondes en plastique. Je portais une robe bleu marine simple, mais neuve, achetée aux Galeries Lafayette, pas dans une friperie. Des chaussures confortables blanches. Pas de talons, je n'avais plus rien à prouver, mais propres, neuves. Et surtout, je me tenais droite. Épaules en arrière, menton levé. J'avais récupéré ma dignité. Le journaliste était jeune, 28, peut-être 30 ans. Chemise blanche, jean, bloc-notes démodé dans un monde de smartphone. « Madame Moreau, merci de me recevoir. » Il s'est levé, main tendue. « C'est moi qui vous remercie de raconter notre histoire. » Nous nous sommes assis. Marguerite a apporté du thé. « Alors, » il a commencé en ouvrant son carnet, « la Maison solidaire Josiane a ouvert en mars, 4 mois déjà. Combien de personnes avez-vous accueillies ? 15. Actuellement, nous avons 8 résidents permanents et 7 qui viennent en journée. Et ils sont tous victimes d'abus familial, financiers, psychologiques, parfois physiques.
tous âgés de plus de 60 ans, tous trahis par ceux qui auraient dû les protéger. Comme vous, comme moi. Il a pris des notes rapidement. Le procès a eu lieu en janvier. Pouvez-vous me rappeler le verdict? J'ai respiré profondément. Mon fils Romain et sa femme Léna ont été condamnés à 12 ans de prison ferme. Interdiction définitive de me contacter. Obligation de me rembourser les 47 300 € qu'ils m'ont pris, plus 10 000 € de dommages et intérêts. Et le médecin? Dr Alain Rousseau, 8 ans de prison, radiation à vie de l'ordre des médecins, 100 000 € d'amende. Vous avez assisté au verdict? Oui? Comment était-ce? Je me suis tue un moment, cherchant les mots justes, vides. J'ai regardé mon fils pleurer quand la juge a lu la sentence. Et je n'ai rien ressenti, ni joie, ni tristesse, juste du vide. Comme regarder un étranger. Vous ne ressentez pas de culpabilité? Pourquoi? Pour les avoir dénoncés? J'ai secoué la tête. Ils ont planifié ma mort. Ils ont falsifié ma signature. Ils m'ont volé pendant 4 ans. La culpabilité, c'est à eux de la porter, pas à moi. Il a continué d'écrire. Et l'argent? Les 200 000 € que vous aviez cachés? J'en ai gardé 50 000 pour vivre. Le reste, 150 000 €, a financé cette maison. L'achat du bâtiment, les rénovations, le mobilier, le premier salaire de Marguerite et de nos 2 bénévoles. Vous ne regrettez pas. C'était toute une vie d'économie. Je ne regrette rien. Cet argent avait un but. Protéger mon fils. Il a échoué. Maintenant, il en protège d'autres. Des gens qui en ont vraiment besoin. Parlez-moi de vos résidents. J'ai souri. Un vrai sourire. Il y a Monsieur Blanc, 72 ans. Son petit-fils l'a dépouillé de 30 000 € en 2 ans. Madame Chen, 68 ans, dont la fille voulait la placer en EHPAD pour vendre sa maison. Monsieur Faure, 79 ans, battu par son fils, toxicomane. Et tant d'autres. Que faites-vous pour eux? On leur offre un toit, des repas, une assistance juridique gratuite grâce à Maître Dubois qui nous aide bénévolement, un psychologue 2 fois par semaine. Et surtout, j'ai marqué une pause, on leur rend leur dignité. On leur dit, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas seul. Les yeux du journaliste brillaient. Il écrivait vite maintenant. Vous êtes devenu un symbole, vous savez. Sur les réseaux sociaux, on parle de vous, la grand-mère qui a vaincu ses voleurs. Certains vous traitent de héroïne. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une survivante qui a refusé d'être une victime. Vous avez des nouvelles de votre fils? Non, et je n'en veux pas. Il m'a écrit 3 lettres de prison. Je les ai retournées sans les ouvrir. Vous ne lui pardonnerez jamais? J'ai réfléchi longuement. Le pardon est pour ceux qui regrettent vraiment, pour ceux qui assument. Romain regrette d'avoir été pris, pas d'avoir essayé. Il y a une différence. Et s'il changeait vraiment? Dans 10 ans, quand il sortira? Dans 10 ans, j'aurai 75 ans. Peut-être que je penserai différemment. Peut-être pas. Mais aujourd'hui, la réponse est non. Il a fait un choix, moi aussi. Le journaliste a refermé son carnet. Dernière question. Si vous pouviez dire quelque chose aux autres personnes âgées qui subissent ce genre d'abus, ce serait quoi? Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, dans le petit jardin de la maison, Monsieur Blanc arrosait les roses. Madame Chen lisait sur un banc. Ils souriaient. Je leur dirais, « Vous n'êtes pas obligés d'accepter. Vous n'êtes pas obligés de vous taire. Vous avez passé toute votre vie à construire, à donner, à aimer. Personne n'a le droit de vous enlever ça. Ni vos enfants, ni vos petits-enfants, ni qui que ce soit. » Je me suis retournée vers lui. Je leur dirais, « Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez, plus de force, plus de valeur.
Et si quelqu'un essaye de vous convaincre du contraire, c'est parce qu'il a peur de ce pouvoir. C'est beau, c'est la vérité. Après le départ du journaliste, je suis restée seule dans le salon. Le silence était paisible maintenant. Pas vide, paisible. Mon téléphone a vibré. Un message de Maître Dubois. Vu que l'article sort demain, 7 nouvelles demandeuses d'aide. On va avoir besoin d'agrandir. J'ai souri en tapant ma réponse. Alors, on agrandira. Ce soir-là, nous avons organisé un dîner communautaire. Tout le monde autour d'une grande table. Marguerite avait cuisiné un pot au feu, le même que je faisais pour Romain. Mais cette fois, il n'avait pas le goût du passé. Il avait le goût de l'avenir. Un toast. Monsieur Blanc a levé son verre. À Madame Josiane, sans qui on serait tous... Non, j'ai interrompu doucement. Un toast à nous tous, parce qu'on est encore là, parce qu'on a survécu et parce qu'on va continuer. Les verres se sont entrechoqués. Le bruit joyeux a empli la pièce. Plus tard, seule dans ma nouvelle chambre, petite mais à moi. Dans cette maison que j'avais créée, je me suis assise devant la fenêtre. Lyon s'étendait devant moi. La Saône coulait, argentée sous la lune. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. J'ai pensé à la Josiane d'octobre, celle qui pleurait sur son canapé usé, celle qui se sentait vieille, inutile, invisible. Elle n'existe plus. À sa place, il y a cette femme, celle qui a transformé sa douleur en action, sa trahison en protection pour d'autres, sa fortune cachée en refuge. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais vieille. Ils ont découvert que la vieillesse n'est pas de la faiblesse. C'est de l'expérience, c'est de la patience, c'est de la stratégie. Et parfois, quand on pousse trop loin, c'est de la vengeance froide et calculée. Mon fils m'a appelée vieille radine, en pensant que je n'entendrais jamais. Mais je l'ai entendu et j'ai gagné. Aujourd'hui, je marche dans les rues de Lyon avec la tête haute. Je prends mon café à la même brasserie qu'avant. Je regarde le coucher de soleil sur le Rhône. Je parle avec mes résidents qui sont devenus ma vraie famille. Et chaque soir, avant de dormir, je me dis la même chose. Ils pensaient que j'étais juste une vieille femme invisible. Ils ont découvert que j'étais indestructible.